RFM Midi. Merci de suivre la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire de cette édition, les forces de sécurité de Matam à la recherche des 4 individus présumés djihadistes, des checkpoints instaurés sur les différents axes routiers, les populations prêtes à coopérer. Les députés qui composent la commission ad hoc chargée de lever la demande de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz sont connus. L'Assemblée nationale vient de ratifier la liste. Moustapha Niasse, Ousmane Tanordien, 2 ténors de la politique sur qui compte le président Macky Sall. Que peuvent-ils lui apporter? La parole à 2 analystes. Et puis le sucre en poudre rare sur le marché depuis quelques jours maintenant. Les commerçants qui vendent au détail le confirment. Mais les grossistes soutiennent qu'il ne s'agit pas de pénurie et que les stocks sont bien disponibles. À suivre la chronique de Mbaye Sidi Mbaye comme tous les mercredis. Et puis l'actualité internationale dans ce midi. Georges Détché-Diop, les titres, bonjour. Bonjour Antoine, cessez-le-feu au nord. Mali, Ansardine dément toute trêve, tout le contraire de ce qu'avait déclaré le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui avait cité Iyad Ali, chef djihadiste Touareg. Affaire Ghislaine Dupont, Claude Verlon, 3 ans après, en double assassinat. Aucun responsable, les circonstances de l'assassinat toujours floues. La page internationale va mener aussi en Afrique du Sud et au Mozambique. Après l'international, les sports avec Malal Junior Diagne. Les titres, bonjour Malal. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football, l'équipe de Guédiawaye Football Club fin prête pour la nouvelle saison de Ligue 1. Après 2 mois de préparation, les Crabes veulent démarrer par une victoire à Louga ce week-end. Ligue des champions en Europe, suite de la 4e journée. Le Real de Madrid est à Varsovie pour la 5e sortie de Zinedine Zidane sur le banc des Merengues. Les joueurs de la Maison Blanche veulent une victoire pour lui dire merci. Lutte avec frappe, démarrage officiel de la saison 2016-2017. Les chroniqueurs sportifs attendent des changements dans l'organisation et le règlement de la lutte. Faut-il revoir les conditions d'octroi du port d'armes au Sénégal? C'est le sujet de Point de Vue. Rendez-vous aux alentours de 12h30. Bienvenue à toute heure. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. La gendarmerie est plus que jamais déterminée à retrouver les 4 individus armés et présumés djihadistes aperçus à Matam depuis lundi dans les différents axes routiers du département. On note des checkpoints un peu partout avec la gendarmerie et l'armée conscientes du danger. Les populations ont décidé de coopérer avec les forces de sécurité. Explication à Matam, Ali Bandelian. Voilà plus de 72 heures que les forces de défense et de la sécurité multiplient des sorties pour démanteler cette bande de 4 individus armés. Après Thiofol, dans la zone du Dandemayo, leur dernière apparition a été signalée sur le tronçon Matam-Ourossogui. Des automobilistes auraient rencontré 4 motocyclistes de la même description dans la nuit du lundi au mardi. Un signalement qui a motivé le déplacement des éléments de la gendarmerie et de l'armée nationale en compagnie du gouverneur de Matam. Selon des sources, les traces des vélos auraient été authentifiées comme étant identiques à celles-là retrouvées sur le lieu où ils avaient rencontré le paysan. Depuis hier soir, le commandement de la gendarmerie nationale a accentué le niveau d'alerte à travers des checkpoints et des patrouilles dans toutes les zones du département de Matam. De l'autre côté, l'armée nationale n'est pas en reste avec des sorties discrètes mais bien élaborées dans des endroits stratégiques. Au même moment, de l'autre côté du fleuve Sénégal, les forces mauritaniennes ont également redoublé de vigilance à travers la présence des éléments déployés le long de la frontière. Un dispositif sécuritaire entre les forces sénégalaises et mauritaniennes qui ne pourrait laisser aucune chance aux membres de cette bande armée de fusils automatiques dont la cabale ne devrait plus durer plus longtemps. Du côté des populations appelées à la collaboration et à la vigilance, il faut relever cette hantise et cette peur, mais surtout du traitement dont cette présence des hommes armés a été traitée par une certaine presse. Hier soir, les rues de Matam, tout comme celles de Ourossogui, étaient presque désertes dès la tombée de la nuit. Dire seulement qu'il y a bien nécessité de renforcer les moyens humains et matériels pour faciliter les opérations des forces en présence qui ne dorment plus depuis le signalement de la présence de ces hommes armés. Matam, Ali Bandelian, RFM. 12h04 à Matam et partout au Sénégal et vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. 11 députés vont siéger à la commission chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire
du député Barthélémy Diaz. À l'instant, l'Assemblée nationale a validé la liste qui lui avait été soumise. En direct de l'hémicycle Mantouré pour faire le point. Oui, Antoine Diouf, je suis justement avec M. Barthélémy Diaz. Très rapidement, vous avez été convoqué par 11 députés. Alors, quel est votre avis par rapport à cela? Oui, je rends grâce à Dieu. Et je l'ai déjà indiqué, je pense aujourd'hui que l'Assemblée nationale vient de répondre à une requête venant de ma part depuis au moins maintenant 2 ans. Et je pense que ce qu'il y a lieu seulement de retenir, c'est que cette législature est celle qui a levé le plus grand nombre d'immunités parlementaires au Sénégal. Et dans certains cas même, ça a été fait en termes d'urgence. Et je pense qu'aucune de ces levées n'a abouti à quelque chose. Aujourd'hui, la levée des immunités de Ousmane Ngom, d'Abdoulaye Baldé, de Oumar Sarr, ce sont des levées assez récentes dans nos esprits. Et je pense aujourd'hui que nous avons plus assisté à des compromis politiques, à des rapprochements politiques, qu'à des levées qui ont abouti à un travail judiciaire objectif. Je souhaiterais que Monsieur le ministre de la Justice s'est permis tout de même de m'accuser publiquement sur les ondes de la télévision nationale et l'aimabilité et la courtoisie de venir se présenter devant la représentation nationale et leur donner les garanties d'un procès juste et équitable. Parce qu'il est hors de question de participer à un complot politique, je dis bien un complot et non un procès politique, parce qu'un procès politique sous-tend que les commanditaires doivent être présents. Ils sont connus, ils ne sont pas morts et on peut les identifier. Et s'il ne les connaît pas, moi je les connais, je donnerai les preuves de où sont ces commanditaires. Donc c'est la raison pour laquelle je souhaiterais dire une bonne fois pour toutes que ce procès et toute cette procédure ne concerne pas Barthélémy Diaz. Elle concerne une fois de plus l'intelligence du peuple sénégalais. Antoine, vous l'avez entendu, et la liste suivante a été proposée. Moustapha Diakhaté, Samba Djindé Thiam, Awa Gueye, Oumar Sarr, Pape Birame Touré, Alioune Badara Diouf, Madame Ndeye Dieynaba Ndiaye et entre autres Antoine Diouf. Voilà. Mantouré, merci. Et parlant d'immunité parlementaire, depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, 3 députés ont vu leur immunité levée par l'Assemblée nationale et Barthélémy Diaz pourrait être le 4e, alors que sous Abdou Diouf, les députés Moustapha Niasse et Moussa Tine ont pu échapper. Binta Diallo. Oumar Sarr, le coordonnateur du PDS, El Hadj Ousmane Aliou Ngom, un ex du Parti démocratique sénégalais, et Abdoulaye Baldé, le patron de l'UCS, sont passés à la trappe. Sur demande du procureur spécial pré-Lacri, l'Assemblée nationale, la présente législature, n'a pas hésité à lever leur immunité parlementaire. Depuis janvier 2013, ces 3 députés de l'opposition ne bénéficient plus d'une immunité, objectif permettre à la Cour de répression de l'enrichissement illicite de mener son enquête sans embûche. Un autre dans le collimateur de cette 12e législature, Barthélémy Diaz. Les choses s'accélèrent contre le jeune député socialiste et le 11 novembre prochain, tout porte à croire que l'immunité parlementaire du maire de Sacré-Cœur-Mermoz sera levée. Les partisans du président Macky Sall sont les champions de levée d'immunité parlementaire en seulement 4 ans d'exercice du pouvoir. La 10e législature sous le magistère du président Abdoulaye Wade n'a pas été en reste dans cette affaire de levée d'immunité parlementaire. D'abord, Moussa Tine. En juillet 2004, c'est dans le contentieux ayant opposé l'ex-député Diouf Diol à l'ancien chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup. Mais la levée de son immunité parlementaire avait buté sur l'article 44 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Article qui stipule que tout parlementaire mis en cause a la possibilité de faire défiler des témoins. Et Moussa Tine avait mis à profit cet article. Résultat des courses, fin de procédure de la commission ad hoc, immunité finalement conservée. Un autre député qui avait échappé de justesse, Moustapha Niasse. Pour diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République avait demandé la levée de l'immunité parlementaire du député de l'AFP. Mais Moustapha Niasse n'a bu son salut qu'à son wahwahet. Il avait fini par se rétracter sur les propos qu'il avait tenus le 11 novembre 2001 lors d'un meeting dans le bassin arachidier. Du genre, 6 milliards de francs CFA avaient été extirpés d'une société d'État à la veille des élections législatives, une enveloppe qui aurait servi à financer la campagne du président Abdoulaye Wade et de la coalition SOPI.
Binta, dans la vie des partis politiques, sachez que la Convergence libérale et patriotique organise une conférence publique dans l'après-midi de demain. Le thème processus électoral et rapport entre acteurs, un thème qui sera introduit par l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Maître Doudou Ndoye. À cette conférence publique prendront part les partis politiques, les syndicats et d'autres organes de contrôle de l'audiovisuel et des télécommunications. Moustapha Niasse à la tête de l'Assemblée nationale, Ousmane Tanor Dieng promulgué donc président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Deux ténors de la politique sénégalaise, compagnons actuels du président Macky Sall, qu'est-ce que le chef de l'État peut tirer de ces deux hommes? Réponse dans ce mini-dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba. Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, deux vieux routiers de la politique. Il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi. Voilà l'analyse du professeur Mbaye Thiam au sujet de l'alliance du Parti socialiste, de l'AFP et de l'APR. Moustapha Niasse est assez bien implanté dans le Saloum, Djiboka, dans le Djolof, Ousmane Tanor Dieng dans le Mbour. Je pense que les avoir, c'est avoir l'ensemble du Parti socialiste, ou en tout cas beaucoup d'éléments du Parti socialiste, pour ne pas dire la majorité. Et ça lui apporte surtout le fait d'être associé à des gens dont l'expérience peut, dans une certaine mesure, politiquement servir. Le politologue Ibou Sané ne dit pas autre chose. Je voudrais que dans ce Sénégal-là qui émerge, qu'il y ait du désordre justement, à travers les mouvements sociaux. Donc, résultat, il vaut mieux que ce soit un pays stable. Parce que si vous avez la stabilité, vous les avez à l'intérieur du système, mais votre pouvoir perdure. Mais s'ils sont à l'extérieur du système, alors qu'ils contrôlent les syndicats, tout comme la gauche contrôle les syndicats, mais vous ne gouvernerez pas. Il ne va pas gouverner en ce moment-là. Parce que s'il y a la jonction entre Niasse et Tanor, plus le PDS, qui sont les partis mieux implantés dans le Sénégal, sans compter aussi les partis de gauche, qui contrôlent les syndicats, qui font le tour du Sénégal, mais il ne gouvernera pas. Seulement, le président Sall ne devrait-il pas se méfier de ces deux routiers de la politique? Ibou Sané n'est pas inquiet. Il préfère axer le débat sur un aspect plutôt économique. J'arrive au pouvoir avec quoi? Sans idée, sans projet de gouvernement, sans programme économique, sans rien. La preuve, vous avez vu qu'au Sénégal, il n'y a même pas de débat sur le plan économique. Tous les débats que nous avons ici, des débats politiques. Il faut renverser la tendance pour qu'il y ait plus de débats économiques dans ce pays-là. Moustapha Niasse, à travers l'AFP, Tanor Dieng, le Parti socialiste, tous les deux affirment être prêts à aller ensemble aux côtés de Benno Bokk Yakaar aux prochaines législatives. Reste à savoir si les deux pourront réussir à convaincre leurs militants. RFM 94.0, la radio en puissance. Le sucre en poudre, presque introuvable chez les commerçants qui vendent au détail. Cela a été constaté depuis quelques jours par les consommateurs sur le marché dakarois. Mais d'après les grossistes, il ne s'agit nullement de pénurie, mais de rupture dans l'approvisionnement, puisque des tonnes de sucre sont actuellement dans les stocks. Un reportage de Sornana Tambaye. Le sucre en poudre, c'est comme un sujet tabou. Des commerçants refusent d'en parler et déclarent même ne pas en vendre. Après un tour dans plusieurs boutiques, Amadou accepte de s'exprimer sur la rareté du produit dans certains points de vente. Depuis plusieurs semaines, il y a rupture. Le sac de 50 kg qui coûtait 27 500 coûte 27 800 maintenant. Mais moi, je n'ai jamais augmenté le prix. Cette jeune dame est une vendeuse de jus locaux. Nous l'avons trouvée en train de faire ses emplettes au marché de la Gueule-Tapée. Il m'arrive de faire le tour des magasins dans le marché, mais difficile de trouver du sucre en poudre. Et je suis obligée de me rabattre sur les échoppes, c'est normal. Direction le marché Tilène. Oumar est l'un des plus grands distributeurs agréés de sucre en poudre. Selon lui, il y a des lenteurs dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui explique la situation. Il y a un peu de rupture, il y a un peu de manquant, mais le sucre est bien là. Le sucre est dans les dépôts qui sont à Yarach. Bon, c'est au niveau des enlèvements que ça pose problème, mais normalement, dans peu de jours, ça va régler. Parce que au niveau des enlèvements, c'est un peu, il y a beaucoup de camions là-bas, et les enlèvements sont un peu lents, mais ça va régler, Inch'Allah. Malgré tout, il déclare qu'il n'y a aucun incident sur le prix. Le stock est bien là, et il n'y aura pas de problème sur les prix. Peut-être les détaillants qui vont profiter, mais pas les grossistes, quoi. Des commerçants expliquent que beaucoup d'entre eux ont abandonné la vente du sucre en poudre.
Soit ils vendent à perte à 575 francs le kilo, soit on leur inflige une amende avec 600 francs le kilogramme. Cela serait aussi à l'origine de la pénurie. L'association des retraités de Tambacounda sollicite une défiscalisation des 7 milliards de francs CFA que l'IPRES verse à l'État du Sénégal. C'est pour que leur modique pension de retraite soit plus valorisée, car avec le peu qu'ils obtiennent, il leur est difficile de prendre en charge leur famille. Correspondance à Tambacounda, Moussa Omar Gueye. La défiscalisation des impôts est, selon les membres de l'association régionale des retraités IPRES Tambacounda, la seule alternative pour faire face aux pensions dérisoires qui parfois sont inférieures ou égales à 15 000 francs. Ibrahima Traoré est le président des retraités IPRES Tambacounda. L'IPRES paye chaque année 7 milliards d'impôts à l'État du Sénégal. Nous demandons solennellement au président de la République de défiscaliser ces impôts pour nous permettre, nous retraités, d'avoir au moins des salaires qui peuvent vraiment régler beaucoup de choses pour nous. Parce que, comme vous le savez, les retraités au Sénégal, beaucoup de retraités n'ont pas vraiment ce qu'il faut. Il y a de petites pensions, des pensions de moins de 15 000 francs, même moins de 10 000 francs, c'est pas facile. Ces personnes du troisième âge ont fini de mettre en place une coopérative de consommation. Nous avons pensé d'abord à créer 2 coopératives. Une coopérative de consommation et agro-silvo-pastoral et une coopérative d'habitat. La réhabilitation, l'équipement du dispensaire et l'affectation d'un médecin généraliste ou gériatre exclusivement au bénéfice des retraités, voilà telles sont entre autres les préoccupations listées lors de l'Assemblée générale qui s'est tenue à Tamba. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Touba, à l'heure des préparatifs du Grand Magal, actuellement les mouvements de femmes se mobilisent pour rendre propre la cité religieuse. 300 femmes de Ndamatou se sont impliquées dans cette opération de nettoiement. Papa Balagay. Comme dans tous les quartiers de la ville sainte de Touba, l'on sautille pour le grand nettoyage. Des balais, râteaux, tamis, un arsenal qu'offre le mouvement Bolo Ligue Baoul aux femmes de Ndamatou pour assainir la ville sainte de Touba. Dr Mohamedou Lo, président du dit mouvement. À l'approche du Magal, du Grand Magal de Touba, on a décidé de faire un geste pour appuyer les femmes de Touba dans le travail consistant à balayer les rues de la ville sainte. C'est pourquoi on s'est réunis aujourd'hui pour faire cette distribution de balais, de râteaux, etc. Un soutien de taille selon la responsable des femmes d'Eilo face aux difficultés que rencontrent les femmes de Touba. Leur souhait, c'est d'être soutenues dans le cadre du travail. Elles sont au marché, travaillent l'arachide et tissent les pagnes pour ne gagner que 50 francs des fois. La cible, 25 groupements de femmes. Nos estimations nous amènent à 300 femmes parce qu'on a ciblé 25 groupes de femmes et il y a une moyenne de 15 femmes dans chaque groupe. Donc minimum aujourd'hui nous toucherons 300 femmes. Deuxième action sociale du genre, le mouvement Bolo Ligue et Baoul se fixe comme objectif soulager la souffrance des populations de Touba et en particulier celle de Ndamatou. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Georges Detchedjob, polémique autour de la supposée lettre de Yad Agali qui aurait annoncé un cessez-le-feu unilatéral. Ansardine dément toute trêve au Mali, Georges. Information rendue publique par l'agence mauritanienne Al-Akbar. Cela fait suite à une sortie du président du Haut Conseil islamique du Mali qui faisait état d'une missive de Yad Agali qui informe d'une fin des attaques. Il n'en est rien selon les djihadistes. Awambaye. Réagissant à la déclaration lundi de l'imam Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, disant avoir reçu fin septembre une lettre dans laquelle le chef d'Ansardine aurait annoncé un cessez-le-feu unilatéral dans tout le Mali. Le groupe islamiste exprime son étonnement et sa grande surprise selon le site Africa Time. Dans un communiqué reproduit par Al-Akhbar, Ansardine exclut toute trêve ou cessez-le-feu avec le gouvernement et se dit déterminé à poursuivre le djihad contre ce qu'il appelle les croisés et leurs alliés. Auparavant, Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, aurait diffusé une vidéo de l'otage roumain, la première preuve de vie rendue publique depuis son enlèvement au Burkina Faso il y a plus d'une année. Cette vidéo d'AQMI montre bel et bien que l'otage est entre les mains du groupe de Mortar Belmokhtar, allié du groupe AQMI.
L'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, 3 ans déjà. Oui, une pensée pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon, morts le 2 novembre 2003. Les 2 journalistes français ont été assassinés à Kidal, dans le nord Mali. Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué l'acte, mais jusque-là, aucun responsable n'a pu être capturé. Les circonstances de leur enlèvement puis leur assassinat demeurent toujours floues. Au Niger, au moins 18 personnes tuées et 43 blessés dans des affrontements hier entre agriculteurs et éleveurs. Cela s'est passé près de Bangui, localité de la région de Tawa. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a lancé un appel au calme et à la sérénité et a annoncé l'ouverture d'enquête. Mohamed Bazoum a promis que tous les coupables de ces actes atroces seront arrêtés et poursuivis en justice. Au Burkina Faso, l'on évoque toujours le dossier Thomas Sankara. La parole à l'avocat de la famille Sankara qui dit être confiant, d'autant que l'instruction du dossier est sérieuse. Le dossier Thomas Sankara, ça fait presque 20 ans, 20 ans que nous suivons ce dossier dans les arcanes de la justice. La première victoire est venue après la fuite de Blaise Compaoré, parce que les autorités de la transition ont pu ouvrir à nouveau le dossier. Donc, on peut dire que ça fait moins de 2 ans que l'affaire Sankara connaît d'une instruction sérieuse entre les mains d'un juge d'instruction. Présentement, le juge est en train de faire des commissions rogatoires. Vous savez déjà que Blaise Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international avec son aide de camp qui a fui aussi. Vous savez également que le général Dengéré est inculpé et incarcéré avec d'autres personnes. Il y en a environ une quinzaine de gens qui sont détenus. Il y a une centaine de témoins qui ont été entendus. Le juge s'est retourné vers la France pour demander la levée du secret de défense, mais on attend aussi une contre-expertise à ce qu'on concerne les tests ADN. Donc, en somme, le dossier évolue très bien et vous savez, c'est au rythme de la justice. Une procédure de commission rogatoire. Ce qui est sûr, le juge a transmis la requête et nous attendons la réaction des autorités françaises. Bénévene Stanislas Sankara, avocat de la famille de Thomas Sankara. En Afrique du Sud, Jacob Zuma fait marche arrière. Il a renoncé à empêcher la publication d'un rapport sur la corruption au sommet de l'État. L'annoncé de l'avocate du président sud-africain devant un tribunal de Pretoria. Le rapport en question pourrait être compromettant pour le chef de l'État. Une enquête de l'ex-médiatrice de la République sur les liens entre le président Zuma et une riche famille d'affaires. Les Gupta accusés d'ingérence dans les affaires de l'État. Situation inquiétante au Mozambique. Au moins 3 responsables politiques du parti au pouvoir et de l'opposition tués en moins d'une semaine. Les chiffres sont de la police. Ces crimes interviennent au moment où les pourparlers de paix entre gouvernement et opposition sont suspendus. Et face à cette vague d'assassinats, les 2 camps s'accusent mutuellement. Génocide au Rwanda pour terminer. Antoine, une commission rwandaise a publié une liste de 20 officiers supérieurs français et les accuse d'implication dans le génocide de 1994. Cela en réponse à la décision de 2 juges de relancer l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président juvénile Abiyarimana. Il s'agit donc de la décision de 2 juges français. Georges Diop, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Faut-il revoir les conditions d'octroi du port d'armes au Sénégal? C'est le sujet de point de vue. Le débat, c'est dans quelques minutes. RFM. En attendant, on va jouer au football avec Malal Junior Diagne pour ouvrir la page des sports. Bien naturellement, le football, la Ligue 1. Guédiawaye FC fin prêt pour la saison 2016-2017. Et surtout pour le premier match qui va les opposer à l'équipe du Ndiambour de Louga. Ce sera dans la capitale du Ndiambour le week-end prochain. Guédiawaye Football Club, après 2 mois de préparation, se dit prêt à en découdre avec les équipes de Ligue 1. Objectif, gagner le maximum de rencontres, gagner des trophées et finir sur le podium.
Youssou Dabo est l'entraîneur des Crabes de Guédiawaye. Depuis le 1er septembre, on est en préparation avec l'objectif d'être fin prêt pour le premier match qui se profile à l'horizon. Donc disons qu'on est prêt. Est-ce que vous avez eu de nouveaux joueurs durant l'intersaison? Ouais, on a fait de nouvelles recrues. Ça c'est la vie normale d'un club. Chaque saison, il y a des départs, il y a des arrivées. Donc on n'est pas dans l'exception. Cette première sortie à Louga, l'objectif de Guédiawaye est d'aller chercher un point du nul? Non, mais bon, nous, on reste dans notre philosophie de la saison passée, à savoir que les matchs, il faut les jouer pour les gagner. On part pas avec cet esprit de se dire, ouais, on va à l'extérieur pour récupérer un point, parce que une équipe qui a des ambitions doit être capable de gagner à domicile et à l'extérieur. C'est un déplacement, certes, qui sera pas facile, parce que la saison passée, on avait perdu là-bas, on but à 0. On espère avoir mieux en termes de résultats cette saison. Est-ce que, coach, on peut s'attendre à voir l'équipe de Guédiawaye produire un meilleur football pour attirer plus de spectateurs dans les stades cette saison? C'est aussi l'une de nos objectifs, parce que quand on parle d'amélioration, ça doit être à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'équipe, en fait, sur le jeu. Le jeu produit la saison passée, on doit aspirer à être meilleur cette saison pour notamment attirer le public et bien sûr avoir de meilleurs résultats sportifs. Football, c'est également la suite de la Ligue des Champions, la 4e journée avec la 100e sortie de Zinedine Zidane sur le banc du Real de Madrid. Les Merengues vont donc jouer contre l'équipe de Legia Varsovie. À noter également que le Bayern Leverkusen sera face à Tottenham. Monaco joue contre le CSKA Moscou. Dortmund accueille Sporting Portugal. Porto sera opposé à l'équipe de FC Bruges. Leicester, champion d'Angleterre, est à Copenhague. La Juventus de Turin reçoit l'Olympique lyonnais. FC Séville joue contre le Dynamo Zagreb. Coup d'envoi des matchs 19h45. Lutte avec frappe, des changements sont attendus pour une meilleure organisation de la nouvelle saison. La saison est officiellement ouverte depuis hier et pour le chroniqueur sportif de la CNTV, Malik Thiandoum, il va falloir apporter des correctifs dans le règlement et la façon d'organiser les combats pour améliorer ce sport qu'est notre sport national. Pour Malik Thiandoum, il va falloir donc organiser un débat autour de ces principales questions pour donc essayer d'améliorer la situation, mais également mettre sur la table la question des ponctions financières, ce qui pose d'énormes problèmes pour les lutteurs. Malik Thiandoum, que nous écoutons. Sur le plan organisationnel, il y a beaucoup de choses à revoir, surtout au niveau de l'encombrement de l'enceinte. Mais également, il y a d'autres choses à voir sur le plan réglementaire. Je crois que le règlement prête à confusion, surtout ce qu'on appelle la sortie. Il fut un temps, on avait mis sortie délibérée. On a enlevé le mot délibéré pour dire sortie uniquement. Cela pose un préjudice non négligeable aux lutteurs parce qu'un combattant qui est dans une posture de frappe peut reculer et sortir des tacs de délimitation. Quand il y a contact, on peut sortir sans pour autant le faire exprès. Donc il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Mais il y a également d'autres choses à améliorer. Par exemple, le problème de l'assurance des lutteurs se pose avec acuité parce que le lutteur qui se blesse pratiquement a d'énormes problèmes pour se faire prendre en charge. Il y a également un sujet à polémique, c'est l'âge de la retraite. Le président Alitsar parlait de 35 ans. Moi, je pense que 35 ans, c'est encore très limite pour un lutteur. Parce que les lutteurs commencent à éclore véritablement entre 25 et 30 ans. Il faut arrêter l'âge de la retraite à 35 ans. Je pense que ça, c'est vraiment parer la route à beaucoup de gens. Il y a également d'autres choses à revoir sur le plan de la sanction financière qu'on doit baisser parce qu'aujourd'hui, lutter est devenu extrêmement difficile et s'il faut constamment fonctionner l'argent des lutteurs, là également ça pose problème. Donc il y a vraiment beaucoup de chantiers à revoir au niveau de l'organisation mais également au niveau de la réglementation de la discipline. Antoine, autre question dans ce journal, c'est l'athlétisme avec le démarrage officiel de la saison prévue au mois de janvier prochain. Après 5 mois de pause, les 14 ligues régionales vont démarrer avec les compétitions sur piste. Pour cette saison, il n'y aura pas de compétition, chez les seniors. Toutes les sorties seront réservées aux petites catégories, à savoir les U20 et U18. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour avec Mbaye Sidi Mbaye. Notre cinéma est aujourd'hui à la queue du peloton. Je suis tombé sur cette remarque amère de Wisis Diop, auteur génial de musique de film.
frère du cinéaste Djibril Mambéty, une de nos fiertés dans la couleur 7. Peu de temps avant sa mort, Djibril m'a invité à déjeuner chez lui pour discuter d'un projet pour lequel il pensait que nous deux étions capables de le réaliser. Des archives nationales de l'image. Il savait bien sûr que je venais de quitter la direction de la communication et de la cinématographie, que j'avais consacré une grande part du budget du cinéma à la création d'une salle de projection dans le ministère. Bref, il faut expliquer qu'avec les ministres Abdoulaye Elimane Kane d'abord et Serigne Diop ensuite, j'avais les coups des franches parce que nous partagions le même niveau conceptuel. La cinématographie reprenait vie méthodiquement. Les salles revenues à l'État, restaurées pour les plus représentatives, le Paris, le Plaza, Amitié-Thiès. Avec l'association des cinéastes et des techniciens de la profession, je pense à Thior, à Fidel Djemé, les éléments de la réglementation ont été élaborés. La réflexion sur le centre du cinéma et le fond enclenchée. Quid de la production? Bien sûr que c'était le point faible. L'appui institutionnel ne pouvait être que symbolique dans un contexte de reconstruction. Mais le cinéma a repris vie avec des cinéastes volontaires qui souvent n'ont besoin que d'une lettre qui les reconnaisse. La plupart se sont chargés de leur propre marketing. Le cinéma sénégalais était institutionnellement en voie de guérison, mais la production était loin d'être moribonde. Un cinéaste ne peut pas créer exclusivement pour l'extérieur, c'est évident. Le Sénégal compte des millions de cinéphiles qui aimeraient accompagner et se reconnaître dans les œuvres de leurs artistes, dans des salles adéquates, respectables. Au fait, que sont-elles devenues ces salles destinées exclusivement à la production, à la projection de films? Ce patrimoine inaliénable, cet élément indispensable sans lequel la chaîne est incomplète. Pour dire vrai, il y a un autre point faible. On devient cinéaste trop vite au Sénégal. Mais c'est une profession avec diverses spécialités dont chacune nécessite une bonne formation. Je cite un seul exemple, l'écriture cinématographique. Très peu peuvent en parler. Le cinéma burkinabé, si loin derrière le Sénégal il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, alors méprisé et traité de cinéma rural, et aujourd'hui porte-étendard. Les cinéastes de ce pays sont devenus des réalisateurs, des techniciens maîtrisant l'écriture, l'éclairage, les prises de vue, les décors, etc. Le Burkina attire les financements parce que techniquement outillé, sans discours grandiloquent, avec humilité et persévérance. Je suis d'accord avec toi, Oasis, les gens qui se revendiquent du cinéma chez nous, comme tu dis, n'aiment plus suffisamment le cinéma pour le défendre. Et moi j'ajoute, pourtant ils doivent savoir que la mesure existentielle du cinéma, la mesure existentielle du cinéaste, c'est le film. RFM, la presse du jour. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Alerte dans le Nord, la terreur rouge frappe à nos portes. 4 djihadistes terroristes Matam lancent le quotidien. Une source sécuritaire qui a requis l'anonymat explique. Ces 4 individus armés auraient profité des frontières poreuses du Sénégal pour traverser la frontière avec la Mauritanie en passant par le village Tigré-Siré, situé sur le bras du fleuve Doué pour atterrir à Matam. L'alerte, note toujours la source, aurait été donnée par un paysan qui a signalé la présence de ces hommes armés soupçonnés d'appartenir à des groupes djihadistes. Toutes les autorités, relève le quotidien, sont sur le qui-vive. La gendarmerie, mise en branle, a fait mouvement vers les lieux où ces présumés djihadistes ont été aperçus. Aux dernières informations, ils seraient encore dans la commune de Matam, terrés, et ils bénéficieraient de complicité à l'intérieur de la ville. Pour Walfadri, le Fouta est dans la psychose terroriste. Mais problème, les agents de renseignement sont dépourvus de moyens
ça grogne dans les renseignements généraux. À CCT, Tanor officiellement installé, le président de la République constate l'Observateur a procédé lundi dernier au Centre international de conférence Abdou Diouf à l'installation des 150 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ousmane Tanor Dieng, qui dirige cette nouvelle institution, n'a pas tari d'éloge à l'endroit de Macky Sall, qui le lui a rendu bien. Les deux leaders notent le journal scelle une union sacrée avec une même vision sur la conduite des affaires publiques. Macky et Tanor renouvellent leur pacte, soupire le populaire, chaud de poignée de main, échange d'éloges entre les deux hommes. En vous, ma confiance est totale, lance Macky à Tanor. Votre confiance m'oblige, retourne Tanor. Aux yeux de enquête, Tanor a donné ses gages à Macky, gages de loyauté et de fidélité. Constat du témoin alors. Tanor revient aux affaires 16 ans après et il est au-dessus de Guy Boka, note Walfadri, car c'est lui OTD qui donne des ordres au leader de l'URD, nommé à la tête de la Commission nationale du dialogue des territoires. Guibo accepte ce qu'il a refusé il y a 20 ans. Mais 16 ans après, que peut encore rapporter Tanor? Peut-il faire à nouveau rêver? Le commentateur du journal n'est pas optimiste. Un pays avec un président né après les indépendances et aux institutions squattées par des vestiges du passé qui ont tous raté leur ambition présidentielle pour se contenter de titres pas du tout glorieux pour l'histoire. Dès lors, note le confrère, tout le monde sait qu'ils ne peuvent rien faire que bouffer, manger à partir des postes qu'ils occupent. Sucré salé du quotidien apparemment n'est pas d'accord, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Tanor dit le confrère a reçu son strapontin et tout le Parti socialiste est content. Ou bien sûr, quelques malpensants dans le parti qui se retrouvent le plus souvent du côté de l'hôtel de ville de Dakar ou dans certaines mairies d'arrondissement trouvent que c'est une pilule dure à avaler pour eux. Ces ingrats oublient un peu vite que tout ce temps qu'ils sont doivent leur position dans le parti en dehors à Tanor Dieng qu'ils vilipendent aujourd'hui. L'homme n'a-t-il pas façonné le Parti socialiste ces 20 dernières années à sa volonté? N'est-il pas le parrain de leur carrière politique? À tous se demande le confrère, qui alors renie qui? Quoi qu'il en soit, relève le témoin, OTD a été accueilli en fanfare à la maison du Parti socialiste devant des militants déchaînés. Le socialiste a rappelé garder toute sa sérénité à accomplir avec brio la tâche qui lui est confiée. Des troupes ont assuré l'animation aux airs de Ngoyan et de musique du Salomon. Conclusion du journal, les socialistes étaient sûrement nostalgiques de ce genre de festivités. Mais selon toujours le témoin, il n'y a pas eu que cela. Tanor a répondu à ses détracteurs. À cela, note le journal, il a lancé, on doit les laisser parler à la radio, à la télé et à la presse écrite. Tanor d'affirmer, je continuerai toujours à garder mon calme et ma sérénité en continuant le travail que nous sommes en train d'abattre. À présent, les carnets secrets de Serigne Moustapha Cissé, ancien ambassadeur du Sénégal et khalife de Pire. Il est à la une de l'Observateur. Moustapha Cissé, entre autres informations, il souligne que certains pays arabes voyaient de mauvais œil que Senghor, un chrétien, puisse diriger le Sénégal à forte majorité musulmane. À lire comment Abdou Diouf et Jean Collin ont élaboré un plan de désengorisation. Abdou Diouf a saboté le Parti socialiste par ses actes. Il assure par ailleurs qu'on l'a calomnié auprès de Maître Abdoulaye Wade, qui l'a limogé. Et puis, retour de parquet pour Ousseynou Diop, le présumé meurtrier du taximan. Il sera à nouveau présenté au procureur de la République ce matin. Le parquet devrait décider de son sort aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, rapporte enquête, Ousseynou Diop aurait reconnu les faits tout en plaidant l'excuse de la provocation en soutenant avoir agi sous l'effet de la colère. Le taximan l'aurait insulté de mère. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Faut-il revoir les conditions d'octroi du port d'armes au Sénégal? Prétexte l'affaire Ibrahim Assam et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne un armurier. Amadou Nia, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur de la cartoucherie sénégalaise. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut revoir les conditions d'octroi du port d'armes vu les nombreux risques existants aujourd'hui? Ben écoutez, moi je trouve que non. Hein. Après moi, je dis bien. Vous direz peut-être parce que je suis armurier, mais non. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, il en existe des armes. Les gens doivent quand même se défendre. Pourquoi? Parce que le
banditisme s'accroît de plus en plus ici au Sénégal, je dirais bien. Oui. Ce qu'il faut, c'est réduire un peu quand même l'autorisation des pistolets. Je dis bien des pistolets. Pourquoi? Parce que celui qui aurait eu un fusil de chasse, par exemple, chez lui, et comment dirais-je, qui entend par exemple quelqu'un bouger chez lui à 3 heures du matin et 4 heures du matin, ben s'il sort avec son fusil, ou bien même le jour, le gars qui se promène pour aller dans son champ, ce fusil à l'épaule, à la vue de tout le monde, vous savez, cette personne est tout de suite, comment dirais-je, méfiant. On se méfie de cette personne. Oui. Mais quelqu'un qui a son pistolet, un pistolet dans la poche, c'est quelque chose qui passe indifférent. Personne ne sait si cette personne est armée ou pas. Ben, je vous donne le cas, par exemple, comment dirais-je, de la personne qui a été tuée la semaine dernière, le taximan. Oui. Si le gars était sorti avec son fusil, avec un fusil de chasse, de sa voiture, ben, tout le monde dirait, vous comprenez, parce qu'il n'aura pas le temps de tirer. Hein. Oui. Alors, vous reconnaissez quelque part qu'on est quand même en train de distribuer des autorisations de port d'armes, surtout pour le pistolet. Mais si on continue ainsi, le risque va être encore beaucoup plus grand. Ben écoutez, oui, bien, je suis d'accord avec vous, hein. Mais vous dire que l'autorisation des pistolets, c'est comment dirais-je, c'est un truc qui se développe de plus en plus. Moi je dirais non. Pourquoi? Parce que la personne qui se présente avec un extrait de casier judiciaire, photocopie carte d'identité, 4 photos d'identité, le gars, on l'appelle pour faire des enquêtes sur lui, des enquêtes de moralité, et c'est à partir de ces enquêtes de moralité qu'on puisse donner cette arme ou la refuser. Vous comprenez? La personne maintenant, un ivrogne, excusez-moi du terme, mais c'est ça, un ivrogne qui détient une arme, ben, je vous dis, la personne, on ne peut pas savoir qui est qui. Très bien. Vous gardez la ligne, Monsieur Nia, le temps d'interroger l'adjudant Henri VI. Bonjour, adjudant. Adjudant Henri VI, donc, c'est le porte-parole de la police sénégalaise. Il est bien en ligne. Bonjour, adjudant. Bonjour, Antoine. Alors, quel est votre point de vue sur cette affaire? Faut-il revoir les conditions d'octroi de port d'armes? Je ne pense pas, merci Antoine. Oui. Je ne pense pas. Il faut laisser les choses à l'état. C'est vrai qu'il y a en gestation une autre législation sur les armes. Mais pour vous dire que l'État du Sénégal a pris très tôt le taureau par les cornes, dès 1966, il a été édicté une loi pour réglementer la détention et le port d'armes et autant de munitions. Oui. Donc, je veux dire que l'État a très vite compris l'importance de la circulation des armes dans son territoire et ainsi s'est prémuni d'une loi et d'un décret réglementant tout cela. Donc, je dis, peut-être qu'il faille maintenant revoir, vu la contexture actuelle, revoir tout le dispositif, l'arsenal juridique. Et je sais très bien qu'il y a en gestation, je me répète, donc une nouvelle loi en gestation. Peut-être que ça va encore corser, davantage les conditions d'acquisition des armes, même si ces conditions ne sont pas du tout faciles. Mon prédécesseur parlait tout à l'heure d'une enquête administrative très diligente et très longue, fastidieuse. Et c'est un droit aussi pour les citoyens, droit à la légitime défense, que ce soit, et à la légitime défense collective. Donc même dans le traité sur le commerce des armes des Nations Unies, certains points, certains articles reconnaissent ce droit-là aux individus de pouvoir détenir une arme pour leur protection, légitime défense, que ce soit, ou d'autrui. Oui, vous faites partie de ceux qui pensent que l'arme est un couteau à double tranchant, protection d'une part, mais qui peut être également fatale dans certaines conditions, comme cela a été dans l'affaire Ibrahima Samb. Oui, je le pense bien, M. Antoine. L'actualité nous y oblige même, comme vous venez de le souligner.
et encore, ça a fait un débat au niveau des États-Unis. Faut-il libéraliser comme ils le font, aller tout juste dans un shop pour armes, acheter, se procurer, acheter une arme. Vous savez, aux États-Unis, ça a cours, mais ici, ça n'a pas cours. Ce n'est pas aussi facile que cela. Même, c'est pour vous dire que les gens, ils savent très bien que la détention et le port d'armes, ou bien la vente, le trafic d'armes, la vente des armes n'est pas une chose vraiment qu'on doit laisser à la portée de tout un chacun. D'ailleurs, à ce titre, le Sénégal n'a agréé que 3 armureries. Sur l'ensemble du territoire, il n'y a que ces 3 armureries où vous pouvez vous procurer des armes. Pour vous dire aussi que la réglementation est très serrée à ce niveau-là. Et suivie par toutes les conventions CEDEAO, traité des Nations Unies sur la prolifération des armes légères et consorts. Et je dis, suivant aussi le fait, comme vous venez de l'indiquer, le fait, cet aspect de double nature de l'arme, autant ça peut être une arme pour se défendre, autant ça peut être une arme fatale pour la vie d'autrui. C'est conscient de cela que l'État a fait de faire une procédure, une enquête administrative pour essayer de voir au moins que le demandeur, le requérant, quel est l'état psychique et psychologique. C'est important. Merci. Voilà, c'est important. Oui, adjudant, vous gardez la ligne. On termine avec Amadou Nia, le directeur de la cartoucherie sénégalaise. Monsieur Nia, oui, enquête de moralité, vous avez dit, comme l'a d'ailleurs soutenu l'adjudant Aressis, vous vendez des armes. Qu'est-ce que vous exigez avant de vendre à l'individu qui se présente à vous? Ah oui, tout ce dossier-là, extrait casier judiciaire, photocopie carte d'identité, 4 photos d'identité. On remplit le dossier, on dépose à la direction du ministère de l'Intérieur, qui le transfère au bureau des armes. Le gars, on l'envoie pour faire ses enquêtes de moralité, et c'est à partir de là que le gars doit avoir ou ne pas avoir son arme. Et je vous dirai tout de suite, je suis bien d'accord avec le lieutenant, avec l'adjudant que vous venez d'avoir au téléphone. Ben, écoutez, comment dirais-je, on n'est pas aux États-Unis, mais aussi il est bon à ce que les gens, au moins, puissent se défendre. Ben, vous êtes en face de quelqu'un qui a son fusil, la nuit à 4 heures du matin, il te réveille, il te prend par exemple tout ton bétail, tu as des bali-bali, je ne sais pas comment on le dit, tout ton bétail, tu n'oses pas de tirer, de sortir, pourquoi? Parce que le gars a tiré un coup de feu en l'air. C'est anormal. Oui. Alors, une pharmacie, c'est la même chose. La même chose. Vous comprenez? Alors donc, ce qu'il y a, c'est que, comment dirais-je, les gens qui détiennent des biens, quand même, doivent se disposer de quelque chose pour se défendre. Sans doute. Alors, j'aime bien les chiffres. Voilà. Oui, j'aime bien les chiffres. Quel est l'état de la demande, puisque vous êtes toujours en contact avec ceux qui en demandent? Donnez-nous quelques chiffres par rapport à la demande. Écoutez, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous ne connaissez pas l'effet de l'arme réelle. Pourquoi? Parce qu'une arme réelle, 95%, on leur donne une autorisation, ils n'ont pas de temps de savoir comment tirer. Même vous pouvez prendre l'arme, vous tirez votre enfant. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, c'est la peur, c'est comment dirais-je, l'effet de se réveiller par un coup de feu. Tout de suite, vous prenez votre arme, vous ne savez pas comment l'employer, vous pouvez tirer n'importe où. Vous avez combien de demandes, par exemple, par mois? Ben écoutez, on a combien de demandes? On a peut-être, ce que je vais vous dire, c'est peut-être 95% des demandes qui sont des pistolets à blanc. Qui ne tirent que des balles à blanc. Ça veut dire quoi? Ça a peur. Très bien. On vous entend maintenant très mal. Si vous pouvez réagir. Allô, voilà. Allô, vous m'entendez là? Voilà, là c'est parfait. Très bien. Alors donc je dis que j'ai 95% de mes demandes qui sont des demandes de pistolets à blanc. Ok. Le pistolet à blanc, il y a qu'ici au Sénégal qu'on demande l'autorisation. Partout dans le monde, on dit que c'est des pistolets à blanc, ça ne nécessite pas une autorisation. Bien sûr, ça ne doit pas nécessiter une autorisation, mais ici, comme il l'exige, là, pas de problème. Mais c'est un pistolet qui fait autant de bruit que le pistolet réel, mais qui ne tue pas. Ok.
Très bien, en tout cas, Amadou Niang, spécialiste des armes, armurier, donc directeur de la cartoucherie sénégalaise. Nous allons boucler avec l'adjudant Henri VI. Adjudant, vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, tous ceux qui détiennent des armes ne les détiennent pas dans des conditions légales. Il arrive que la police rencontre des cas pareils. Quelques chiffres par rapport à ça, parce que c'est également important pour quand même montrer l'ampleur de la situation. Merci Antoine. Je dirais à l'heure où je vous parle, pour ce qui est de l'année 2016, oui, on en est à peu près 1000 et quelques autorisations de permis de port d'armes. Donc moi je le dis sur 14 millions de Sénégalais, peut-être d'aucuns me rétorquent que donc il y a aussi les années précédentes que je ne maîtrise pas, dont je ne maîtrise pas les chiffres, oui, mais je dis pour cette année il y a 1000, et si on parle de ce ratio, peut-être par an s'il y a 1000 autorisations qui sont délivrées, je pense qu'on est très 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 loin d'un taux élevé de... C'est faible, 1000 demandes par an, c'est faible? Oui, compte tenu peut-être de la forte demande. Je rappelle aussi à cet égard que ce ne sont pas, contrairement à une idée répandue, ce ne sont, les demandeurs sont des gens, des hauts fonctionnaires par exemple, des éleveurs, des agriculteurs, qui de par leur fonction ou bien de par la nature de leurs activités, on requiert une arme, oui, par devers ces gens-là, des chefs d'entreprise, des riches propriétaires, et même des policiers, des fonctionnaires de police et des fonctionnaires de la gendarmerie. Parce que il est dit que un fonctionnaire de police ou bien un militaire doit détenir une arme de service. Mais après, avec les moyens dont disposent certaines de nos administrations, on ne peut pas doter tout policier d'une arme. Donc pour certains, ils font la demande de leur chef et ils obtiennent ces permis de port d'armes. C'est pourquoi je dis aussi, il ne faut pas laisser penser que c'est des gens irresponsables ou bien des gens belliqueux qui viennent demander des armes, des autorisations de port d'armes. C'est des hauts fonctionnaires, des gens très responsables, des éleveurs, des agriculteurs, des chefs d'entreprise. Très bien, merci. Merci, merci adjudant Henri VI, porte-parole de la police sénégalaise. C'est tout pour Point de Vue. Quelques infos météo. Le ciel sera partiellement nuageux à couvert sur une bonne partie du territoire au courant de la journée. Toutefois, dans la nuit et la matinée de demain, la présence de nuages denses pourrait occasionner des orages et pluies sur le sud et centre du pays. 30 degrés à Dakar et 41 à Linguère. C'est la température du jour. Fin de cette édition. Rappel de quelques titres. Les forces de sécurité de Matam à la recherche des 4 individus présumés djihadistes, des checkpoints instaurés sur les différents axes routiers et les populations sont prêtes à coopérer. Et puis les députés qui composent la commission ad hoc chargée de la levée de la demande de l'immunité parlementaire de Barthélémy Dias sont connus. Ils sont au nombre de 11. L'Assemblée vient de ratifier la liste. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop, réalisation Barthélémy Ngom, que vous allez retrouver tout de suite pour le journal en Wolof. Mais avant cela, il y a Dialgati Hibar en rediffusion. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 Et à tous.